Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Denré, journaliste France Inter, animateur de garde pour tout ce qui concerne le transport et la logistique à la ICTL. Je suis très heureux, vraiment, d'animer cette première conférence Afrique et logistique, Afrique au pluriel. L'Afrique, ce n'est pas un continent, c'est une multitude de pays, de marchés. C'est une diversité, ce que l'on va voir dans la composition de nos plateaux, mais sans plus attendre, vu qu'on est un petit peu en retard, j'ai l'honneur d'appeler son Excellence Monsieur Mohamed Najib Boulif, ministre marocain chargé des Transports, pour introduire nos débats. Votre Excellence, c'est à vous. Bonjour tout le monde. C'est aussi un grand plaisir et un honneur pour moi que d'être là aujourd'hui avec vous, non pas en tant que Marocain, mais aussi en tant qu'Africain. Donc je vais me permettre et je vous en remercie pour m'avoir donné cette occasion de présenter un peu le sujet. Et je suis aussi là pour vous féliciter pour avoir introduit pour la première fois cette conférence logistique Afrique. Puisque, comme vous le savez, l'Afrique, vous l'avez bien dit au départ, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est 1,1 milliard d'habitants, c'est aussi des habitants qui vont en croissance, puisqu'on a doublé de notre population sur les 30 dernières années. Il y en a même qui pensent qu'un tiers de la population, c'est-à-dire un terrien sur 3 en 2050, va être africain, ce qui est quand même un avantage pour ce continent. Mais il y a aussi des grands pays qui vont se développer. Il y en a certainement en 2050, il va y avoir 3 pays africains qui vont être parmi le top 10 ou le top 10 au niveau de la population. Et cela a entraîné sur les 2 dernières années des taux de croissance qui restent quand même parmi les plus compétitifs au monde. On parle d'une moyenne de taux de croissance sur la dernière décennie de 5%. Donc une croissance qui est quand même très importante. Et il y a un potentiel économique pour le continent qui, pour nous, pour les logisticiens aussi, pour les transporteurs, représente un élément sur lequel il va falloir travailler en plus. Cela a entraîné le développement aussi d'une classe moyenne. Les chiffres qu'on avance, ils sont aux alentours de 120 millions à 130 millions d'habitants, donc la classe moyenne. Et cela va permettre une urbanisation de plus en plus croissante. Sur 2050, on avance des chiffres d'une urbanisation de 60%, et donc cela va entraîner une demande de plus en plus forte, mais aussi des besoins croissants en termes de transport et aussi en termes de logistique. Cela aussi va entraîner une forte demande pour tout ce qui est bien importé, et lorsqu'on parle de bien importé, donc nécessité et besoin d'apporter cela, de l'importer, donc faire du transport, faire de la logistique, soit pour la valorisation actuellement des ressources naturelles qui va nécessiter donc des échanges au niveau du continent africain, mais aussi pour le niveau du développement, donc pour tout ce qui est désenclavement et autres. Bon, les IDE, les investissements aussi étrangers, vous savez, ils sont en croissance, quoique sur 2014 et 2015, on est quand même avec une courbe en dents de scie. Bon, certes, il y a le côté sécurité qui joue là-dedans, mais il y a quand même un besoin chiffré de quelques 100 milliards de dollars d'investissement en infrastructure pour les pays africains sur les 5 premières années d'ici 2020. Ce qui est un chiffre très conséquent et qui va nécessiter donc que tout le monde s'y met, et essentiellement les entreprises, mais aussi les gouvernements. Mais c'est aussi une occasion pour dire qu'il y a une forte corrélation entre tout ce qui est investissement en infrastructure de transport et en logistique et développement économique et le commerce, développement du commerce international. Et pour cela, il va falloir donc travailler non pas seulement sur le niveau en tant que niveau de l'infrastructure, des transports et de la logistique, mais aussi travailler sur l'état de cet investissement, c'est-à-dire essayer au fur et à mesure de faire et de la maintenance et de la modernisation. Bon, certes, il y a un certain nombre de problématiques que je vais donc poser rapidement. Pardon. Alors, ces problématiques sont dues essentiellement à un sous-développement, je dirais, en infrastructure, qui reste quand même un fardeau pour l'économie africaine, mais aussi pour le commerce international. Il y a donc un manque de connectivité, si je ne dois parler que de l'aérien,
entre l'Afrique et les autres destinations du monde, mais aussi entre les pays africains en eux-mêmes. Cela entraîne parfois, si ce n'est pas un sous-développement au niveau de l'infrastructure, je dirais, des infrastructures sous-capacitaires. C'est-à-dire au niveau de la capacité, on n'est pas à l'optimum, on ne travaille pas sur les valeurs qu'il faut utiliser et à ce niveau, il y a un développement qui se fait sur les différents modes de transport. Bon, le ferroviaire reste encore le parent pauvre de la logistique et des transports au niveau du pays africain, quoique il y a un certain nombre de pays, et je citerai le Maroc, qui est quand même sur je dirais une lancée très importante avec des milliers de kilomètres en construction et un premier TGV de l'Afrique et au niveau du pays arabe qui va être donc opérationnel d'ici 2 ans au maximum. Et puis sur le côté maritime, de plus en plus, on développe donc, et le transport et la logistique maritime. On a eu un accroissement, un triplement des marchandises qui ont transité par les ports sur les 10 dernières années, ce qui reste quand même très important, et une connectivité de plus en plus importante. D'ailleurs, le Maroc, au niveau de la connectivité maritime, est classé dans le top 20 mondial avec son Tangemed, le grand Tangemed. On est même 16e ou 17e sur 2014 et 2015, parce que effectivement, de plus en plus, tout ce qui est transport maritime se développe d'une manière importante. Toujours est-il qu'au niveau de l'aérien, tout ce qui est donc fret, mais aussi transport et des voyageurs et des marchandises au niveau de l'aérien, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et donc là aussi, on développe sur des hubs, je dirais l'un à l'est, l'autre au sud de l'Afrique. Mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a quand même, donc on doit développer un autre hub. Et le Maroc se propose de devenir également au niveau de l'aérien un hub de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi pas le prolonger jusqu'à l'ensemble de l'Afrique. Une deuxième grande problématique à mon sens, c'est je dirais que l'essentiel du fret en ce moment se fait par les routes. Et donc là, il y a quand même un grand problème qu'il faut relever, et avec les différents problèmes que vous connaissez, que ce soit au niveau de l'état des routes, mais aussi comment faire transiter un produit, par exemple du Maroc pour aller au Sénégal, voire même au-delà vers la Côte d'Ivoire ou un pays enclavé. C'est quand même beaucoup une traversée qui est quand même très difficile à tous les niveaux, que ce soit par le passage des frontières, par l'état des routes. Et donc le camionnage en lui-même reste, si vous voulez, pas du tout compétitif pour l'instant, et cela entraîne une difficulté énorme puisque la plupart du fret se fait au niveau routier. Alors cela entraîne une troisième grande problématique qui est celle des coûts. Donc des coûts qui restent quand même très élevés. On parle d'un doublement des coûts de fret et de logistique au niveau de l'Afrique comparé à la moyenne mondiale. Il y a même des anecdotes comme le fait de pouvoir donc je dirais porter un conteneur d'Urban en Afrique du Sud pour aller juste à côté en Zambie à 1700 km. Le coût est 26 à 27 fois plus cher que de faire transiter ce même conteneur de l'Afrique du Sud jusqu'au Japon. Ce qui nous met quand même devant des réalités très difficiles et des problématiques qui sont difficiles à relever pour l'instant. Et puis, aussi, une autre problématique, c'est que j'appelle le faible rendement des services administratifs. Et donc, vous en connaissez, hein, des choses, je ne vais pas entrer dans les détails, donc, que ce soit donc, les douanes, tout ce qui est procédure, etc. Et donc, ce faible rendement entraîne souvent des problèmes de corruption, mais aussi des problèmes qui sont dus à l'imprévisibilité des délais et à l'allongement du délai donc, de livraison. Et cela cause beaucoup de problèmes pour les transporteurs et pour les justiciers. Donc ces problématiques, je pense que pour essayer d'y remédier, il y a 3 ou 4 idées essentielles. Alors au niveau global, donc pour y remédier au niveau globalement, je pense que le mieux serait d'avancer sur des écosystèmes logistiques intégrés, dans le sens où, effectivement, l'un des grands problèmes du continent africain pour l'instant au niveau du transport et de la logistique, c'est qu'on n'a pas cette intégration régionale nécessaire pour que les flux logistiques se fassent d'une manière la plus optimale possible et aussi la plus cohérente possible. Cela aura certainement des effets
conséquences très positives, que ce soit au niveau de l'intermodalité, mais aussi au niveau de la création d'un certain nombre de flux qui soient positifs pour les pays donc hôtes, mais aussi pour le commerce international. Et là, il y a cette idée qu'il va être développé demain au niveau de la présentation du CAM Maroc, qui reste quand même, je dirais, un cas d'école. Je ne suis pas là pour vanter quand même l'exemple marocain, mais quand même pour en dire l'essentiel sur les points positifs, c'est un cas d'école qui va être donc présenté et qui peut, à mon sens, être une solution à ces problématiques que je viens d'avancer. Il y a aussi un deuxième point au niveau global qui peut être intéressant, c'est la facilitation des chaînes des valeurs au niveau africain, au niveau du marché régional, mais aussi au niveau du marché mondial, donc global. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des communautés économiques régionales. Donc que ce soit la communauté de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et l'Afrique subsaharienne et autres. On a un certain nombre d'éléments qui sont très positifs et d'autres qui ne le sont pas. Et donc il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut donc éviter et comme des obstacles, que ce soit des obstacles donc au niveau des frontières, mais aussi des obstacles qui sont non tarifaires et qui, à mon sens, sont des éléments très positifs. L'exemple de la chaîne de valeur du cacao, à mon sens, est un exemple à méditer, si ce n'est pas à suivre, puisque effectivement, on est arrivé quand même sur les 10 dernières années à améliorer le rendement de cette chaîne de valeur logistique du cacao. On est passé de quelques 12% à quelques 18%. C'est un exemple sur lequel il faut quand même essayer de travailler pour pouvoir apporter les solutions aux problématiques que je viens de citer. Et puis il y a au niveau global toujours cette amélioration du climat des affaires dans sa globalité. Il faut dire que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau du cadre réglementaire et fiscal, que ce soit au niveau de la gouvernance en elle-même, des grands chantiers, infrastructures, transports, logistique, mais aussi la question de sécurité. Fort malheureusement, on est aujourd'hui, donc vous avez tous entendu ce matin et vécu certainement à travers les médias ce qui s'est passé donc à Bruxelles. Moralité, ce sont donc les infrastructures et de transport et de logistique. Donc les aéroports sont fermés, les gares, tout ce qui est maritime aussi, voies maritimes, les métros, les transports publics. Effectivement, la sécurité, c'est un élément très essentiel pour l'amélioration du climat des affaires. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pays en Afrique qui gardent quand même cette sécurité et qui vont permettre certainement au niveau global d'avancer sur la stratégie logistique. Et puis sur le plan micro, donc pas en termes global, je pense que les entreprises actuellement doivent repenser certaines entreprises qui veulent effectivement conquérir l'Afrique au niveau transport et logistique doivent repenser leur stratégie. Nous sommes plutôt pour une conception stratégique qui soit basée sur le régional, pour créer ce qu'on appelle des couloirs du commerce international. Et lorsque je dis des couloirs, c'est-à-dire que sur toute la chaîne donc, du produit, il va y avoir donc une création de valeur ajoutée, que ce soit au niveau de la chaîne du transport du produit, mais aussi au niveau de la chaîne des entités locales, les petites entreprises qui vont être créées sur l'ensemble de la chaîne, les PME et autres. Lorsque vous faites arriver votre produit, par exemple, à un port comme le port de Dakar, l'essentiel, c'est de ne pas l'avoir au port de Dakar, mais l'essentiel, c'est d'avoir ce produit dans l'arrière-pays, à 2000 km ou à 3000 km. Et sur la chaîne, on peut développer une valeur ajoutée locale pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans le transport et la logistique. Un autre élément pour moi qui reste quand même important à développer pour solutionner les problématiques proposées, c'est la ressource humaine. La ressource humaine au niveau du transport, au niveau de la logistique est quelque chose d'important. On se développe à un niveau qui reste quand même supérieur à la moyenne, mais s'il n'y a pas la ressource humaine nécessaire, qu'elle soit locale ou formée, pour pouvoir donc accompagner les entreprises dans leur stratégie, il serait très difficile de pouvoir donc relever les défis. C'est pour ça que je dis il faut quand même faire profiter la population locale de l'ensemble des investissements qui se font au niveau du transport et de la logistique pour permettre effectivement une parfaite et pleine adhésion de la population et pour aussi permettre donc la création des richesses nécessaires et aussi la valeur ajoutée nécessaire pour le développement de ces pays. Et puis il y a aussi un élément à mon sens qui peut être important, c'est qu'il n'y a pas une stratégie logistique pour une entreprise pour le continent africain, l'ensemble du continent, mais il y a des stratégies adaptées
aux situations donc, de chaque pays, que ce soit la situation donc, ou les conditions économiques, politiques, géographiques et aussi structurelles. Cela nécessite donc la création d'autant de modèles que des pays, au niveau opérationnel je parle, mais aussi cela va nécessiter des accompagnements qui doivent se faire au niveau local pour permettre de pouvoir faire intégrer l'ensemble. Donc ce sont là quelques problématiques à mon sens qui sont importantes à soulever et aussi quelques solutions qui pour l'instant peuvent être des solutions très positives. La stratégie nationale qui est un exemple du cas du Maroc qu'on va présenter demain par le responsable de l'entité qui supervise donc, le chantier de la logistique au niveau national. On a une stratégie donc, nationale intégrée de la logistique qui a été donc implémentée en 2010 et l'essentiel de cette stratégie, c'est effectivement de pouvoir arriver à des éléments très compétitifs au niveau mondial. On table sur la réduction des coûts de la logistique de 20 à 15% au niveau du PIB. On table aussi sur la réduction donc, environnementale, sur la variable durabilité, donc à peu près 35% au niveau des CO2. On pense aussi à pouvoir créer des entités logistiques, des logisticiens locaux, c'est-à-dire pouvoir donc permettre au territoire de créer ses propres champions. On est aussi en train de travailler sur la multiplication pour voir donc au niveau de la massification du flux, sur la multiplication des zones logistiques et horizontales dans le sens où on va les implémenter au niveau régional. Chaque grande région aura sa propre zone logistique, mais aussi des zones logistiques dédiées produits pour pouvoir donc faire des regroupements qui soient des regroupements au niveau du rendement très positif. Donc je pense que là, l'introduction a été faite d'une manière globale et je pense que les intervenants vont aller plus en profondeur pour l'analyse de ces éléments, mais aussi d'autres éléments qui, pour moi, sont des éléments importants. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est de l'espoir. Et je pense qu'on a les atouts nécessaires pour pouvoir donc gagner en termes de transport et en termes de logistique. Merci encore une fois à tout l'auditoire pour m'avoir écouté pendant ces 10 à 15 minutes, c'est ça. Et j'espère que le débat sera aussi fructueux pour nous permettre d'avancer sur les problématiques posées. Et merci. Merci, Votre Excellence. Merci à vous. Eh bien, j'appelle pour continuer le débat lancé par Monsieur le Ministre Édouard de Vergeron, directeur Afrique de Bolloré Logistique, qui est notre partenaire sur cette conférence. Jean Mazeran, Logistic Manager de Saint-Gobain GIPS, je traduis à peu près. Sérigné Diop, expert maritime agréé par l'Ordre des experts du Sénégal, cabinet Semarco. Mamadou Doumbia, PDG de la société multinationale de Bitume d'Abidjan. Yann Alix, délégué général de la Fondation C'est Facile. Et Alain Caro, vice-président supply chain du groupe CFAO. Merci de nous rejoindre. Installez-vous où vous voulez. Voilà, je retire mon téléphone. Pardon, directeur général vous êtes, excusez-moi. J'avais président sur ma petite fiche. 100 milliards d'euros de besoins, 100 milliards de dollars de besoins en infrastructure, une classe moyenne émergente, 120 à 130 millions d'habitants, potentiel consommateur. Juste le temps que vous asseyez, juste un petit témoignage qui date de... ça y est, voilà, je l'avais sur le bout de la langue et je l'ai plus, de l'Expo universelle de Milan où on a parlé alimentation, et au débat élevage qui est organisé par le Pavillon de la France, il y avait un exemple sénégalais d'une laiterie intégrée qui a été fondée, qui n'a pu marcher que parce qu'à Dakar, il y avait des gens capables de mettre beaucoup plus cher que le prix du marché pour du lait parce qu'il était sourcé, parce qu'il y avait sur l'étiquette un dessin ou une photo de vache sénégalaise. Les mêmes problèmes que chez nous, une classe moyenne qui monte, qui veut savoir d'où vient sa nourriture et qui est prêt à mettre, je crois, 2 fois plus que le prix du marché. J'ai fini mon petit exemple. Vous êtes assis, puisque vous êtes à côté de moi, prenez le micro. Vous êtes donc... allez-y, présentez-vous, le temps que je retrouve mes notes. Bonjour tout le monde. Je suis M. Mamadou Doumbia, directeur général de la société multinationale de Bitume.
qui est une raffinerie spécialisée dans la production de bitume, essentiellement avec comme zone de commercialisation l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Je précise, s'il y a des anglophones dans la salle, for a simultaneous translation, it's channel 2 for English speaking. Excusez, allez-y. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle des bitumes, ce sont tous les produits pétroliers. Ce sont tous les produits pétroliers, à savoir le bitume est un des produits pétroliers. Ce bitume, on l'obtient en fin de compte après le traitement du pétrole brut. Vous avez les produits légers et vous avez le bitume qui est le produit lourd. Je dirais c'est le fond de baril. Donc, au niveau de la SMB, nous sommes une filiale de la Société ivoirienne de raffinage. En Côte d'Ivoire, nous avons pris l'option, en fin de compte, d'avoir la Société ivoirienne de raffinage qui est spécialisée dans la vente des produits légers. Et nous avons la SMB qui est spécialisée dans la vente des produits, je dirais, lourds, le bitume. Et cette commercialisation du bitume se fait, comme je disais tout à l'heure, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, dans la mesure où nous avons une raffinerie qui a une capacité de production de 400 000 tonnes par an. Et ces 400 000 tonnes par an, 80% de cette production est exportée sur les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. En particulier? En particulier le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Bénin, et le Togo et le Ghana. Ce que disait monsieur le ministre, même problème d'infrastructure, vous avez des facilités, vous avez du mal à exporter vos produits? Nous avons du mal à exporter nos produits sur certaines destinations, notamment sur les pays enclavés, à savoir par exemple le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans de cela, nous avons eu un marché où nous devons exporter pour 30 000 tonnes de bitume sur le Niger, en passant par le Burkina Faso, en utilisant le rail à partir d'Abidjan, et après faire un dégroupage au niveau du Burkina et continuer le transport secondaire par la route. Sur les 30 000 tonnes, au bout de 6 mois, nous n'avons pu exporter que 2 500 tonnes. Nous avons été obligés d'arrêter le projet. Et jusqu'à ce jour, ce projet routier qui est entre Zinder et Niamey n'a pas encore été terminé. Ce n'est pas faute de moyens, parce que les ressources étaient là, mais seulement, en fin de compte, la logistique n'était pas là pour pouvoir amener le produit à temps au Niger pour pouvoir, je veux dire, exécuter ces travaux routiers. Faute d'argent, faute de route existante ou faute de route régulièrement? Pas faute d'argent, parce que le financement était là. C'est la logistique qui a manqué après. Parce que la rotation des bitucontainers ne se faisait pas comme il faut. Et selon le programme de construction de la route, il fallait faire la route en 12 mois, mais malheureusement, au niveau d'Abidjan, on n'avait pas assez on n'avait pas assez de wagons au niveau des sites à rail. Arrivé au niveau du Burkina Faso, il n'y avait pas assez de camions pour pouvoir faire monter les boîtes au niveau du Niger. Donc, une route qui doit prendre peut-être 12 mois pour être exécutée, là, on est avec à 36 mois aujourd'hui, pratiquement, en fin de compte, pour pouvoir l'exécuter. Bon, le train, ça ne marche pas bien. La route en commun, il vous reste le bateau. Le bateau, c'est des pays enclavés. C'est des pays enclavés, le Niger. Voilà, donc si vous passez par le bateau, c'est seuls les pays qui ont une façade maritime, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Ghana. Ces pays-là, effectivement, nous arrivons facilement à vendre nos produits sur ces pays-là. Il y a suffisamment de bateaux? Suffisamment de liaisons? Il n'y a pas suffisamment de bateaux sur cette destination. Et comme le disait tout à l'heure monsieur le ministre, et vous avez donné l'exemple d'ailleurs, quand vous prenez le bitume de la Côte d'Ivoire pour le vendre dans un pays comme le Congo-Brazzaville, il vous revient beaucoup plus cher qu'un bitume qui est importé du pourtour méditerranéen en partant de l'Espagne ou de Tarragone, d'Espagne ou d'Italie pour aller au Congo-Brazzaville. C'est pareil pour le poulet congelé sur les marchés de Dakar qui vaut moins cher que le poulet produit local. Exactement, c'est pareil. Et ça, je dis, c'est un challenge, c'est un défi auquel les entreprises exportatrices aujourd'hui au niveau de l'Afrique font face. Et comme le disait tout à l'heure monsieur le ministre, c'est un frein en fin de compte au développement du commerce interrégional au niveau de l'Afrique, dans les communautés économiques qui sont développées. Malheureusement, quand vous regardez aujourd'hui le flux du commerce entre les différents États au niveau de l'Afrique, on ne dépasse pas les 15%. Ouais. Alors que le flux en direction de l'Europe ou des autres pays occidentaux est largement au-dessus des 50%. Donc, ça pose, c'est un réel frein en fin de compte au développement économique et industriel des pays africains. Tout à l'heure, on parlait de la chaîne des valeurs.
On parlait du cacao. Mais le cacao, en fin de compte, je viens de la Côte d'Ivoire. Bon, je parle un peu du cacao parce que j'ai travaillé un peu dans la réforme de la filière café-cacao lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2011. Mais au niveau d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous avons pris, je vais dire, un défi en disant, écoutez, il faut que nous arrivions à transformer 40% de la production, je vais dire, de notre production de cacao d'ici l'an 2020. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire ça sans avoir un marché intégré? Parce qu'on veut créer de la valeur localement, mais il faut en fin de compte pouvoir avoir des marchés proches. C'est aussi bien au Sénégal, donner l'habitude aux Sénégalais de manger du chocolat, aussi bien en Angola ou en Afrique du Sud. Il faut développer en fin de compte le commerce intra-Afrique d'abord, avant de se tourner vers l'extérieur. Donc il faut qu'on ait un modèle logistique et de transport adapté en fin de compte à la vision que se donnent ces différents pays africains-là à l'horizon 2020 et à l'horizon 2030. Et ce qui est aujourd'hui un vrai challenge pour l'ensemble des industries qui opèrent en Afrique. Hormis les problèmes qu'on a déjà cités, en Afrique, il y a autant de pays qu'il y a de marchés, il n'y a pas de marché commun, le libre-échange n'est pas franchement développé. Le libre-échange, je dirais, il y a un cadre. Si vous allez au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous allez trouver la CEDEAO. Vous allez en Afrique de l'Est, il y a un cadre qu'on appelle économique et juridique qui existe. Mais maintenant, je veux dire, c'est faute de moyens logistiques. Justement, c'est ce que disait hier le président de la BAD lors de la conférence d'ouverture des chefs des CEO Africa Forum, en disant, dans les 5 ans à venir, la BAD met 100 milliards de dollars sur la table pour pouvoir développer les infrastructures au niveau de l'Afrique, dont près de 80 milliards dans le cadre de leur projet et de PIDA, qui est le développement des infrastructures routières et ferroviaires. Et dans ce sens, c'est comme je le disais, il y a un projet qui aujourd'hui, pour nous, je dirais, aurait été une bouffée d'oxygène. C'est la boucle, je dirais la boucle ce qu'on appelle la boucle RAN, Régie Abidjan-Niger. Voilà. Cette boucle en fait compte ferroviaire serait vraiment une bouffée d'oxygène aujourd'hui pour l'ensemble des industries en fin de compte dans cette zone et d'avoir une vraie intégration économique. Parce que quand vous prenez la cire ou moi-même, pour pouvoir exporter nos produits, juste un dernier point, sur le Tchad ou même sur le Niger, en ayant cette boucle ferroviaire aujourd'hui, d'abord, on va gagner en compétitivité, en productivité, et on aura en fin de compte, ça aura un impact en fin de compte sur le coût de la vie en fin de compte pour ces différents pays qui sont enclavés aujourd'hui. Donc ça, je dirais, c'est un investissement qu'il faut pousser. C'est vrai qu'il y a des problèmes juridiques peut-être qui existent aujourd'hui, on le lit un peu partout dans la presse, mais je pense que nos gouvernants, tout à l'heure, je vais dire, monsieur le ministre, son excellence monsieur le ministre, le disait insistait là-dessus justement, il faut que, je dirais, comme on dit en anglais, les policymakers, eux qui sont, je dirais, ce qu'on appelle nos gouvernants, puissent pousser dans ce sens pour que cette intégration soit une réalité au niveau logistique et transport au niveau de l'Afrique. Et quand l'Afrique va se construire, elle pourra continuer, en fin de compte, je vais dire, à avoir toujours ces échanges avec l'extérieur. Et je pense que c'est là que l'Afrique sera au rendez-vous en 2020 et en 2030. Voilà. Édouard de Vergeron, les boucles ferroviaires, ça vous parle? Vous savez ce que c'est? Écoutez, pardon. Allez, changer de micro, voilà. Oui, nous savons ce que c'est puisque nous opérons le chemin de fer au Cameroun dans le cadre d'une concession et également en Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina Faso. Et nous étions pleinement impliqués dans ce programme qui est momentanément arrêté, mais nous avons une vision long terme pour notre groupe bicentenaire et je ne doute pas, comme vous en appelez aux policy makers, que les sujets seront, au moment où il le faudra, relancés. Et que ce désenclavement des pays intérieurs, nous pourrons l'accompagner. Je représente aujourd'hui une des business units du groupe Bolloré, la business unit Bolloré Logistics, qui est présente partout dans le monde. Et particulièrement en Afrique, nous avons une offre à proposer à l'ensemble de nos clients, des secteurs variés d'industrie, que ce soit dans des projets, dans des biens de consommation, dans de l'industrie à l'import, de l'industrie à l'export. Et nous accompagnons donc ces différents secteurs depuis l'initiation de leur projet jusqu'à la livraison et le supply chain en continu pour accompagner leur croissance. Vous êtes conseiller, donc je vous conseille du coup de prendre la petite télécommande. Votre présentation démarre. Allez là. À moins que ce soit je vais me faire aider.
si vous permettez. Merci. Pour ceci, il est évident que nous avons une vision de notre accompagnement de clientèle sous forme de partenariat, parce que tout ceci se fait sur le long terme. Nous avons la chance de connaître le continent depuis de longues années, d'avoir pu développer notre réseau sur l'Afrique de l'Est, où nous sommes tout aussi présents qu'en Afrique de l'Est, ou même en Afrique australe. Et donc cette couverture nous permet d'offrir aux grands groupes et aux PME qui voient les opportunités dans le continent des solutions tout à fait adaptées. Et donc je vous invite évidemment, ça fait l'objet, et je remercie le SITL de nous avoir donné cette occasion de communiquer positivement sur le désenclavement de l'Afrique, parce qu'il faut avoir cet esprit positif. Nous savons gérer les problèmes. Je pense que nous avons des clients partenaires qui en parleront après, qui intègrent cette agilité dans leur ADN. Et il faut savoir réagir, il faut savoir trouver des opportunités, des solutions, des corridors alternatifs. Et c'est exactement ce que nous faisons tout au long de l'année. Lorsqu'il y a un événement dans un pays, il faut passer par un autre pays pour atteindre le pays de l'intérieur. Lorsque monsieur perd une affaire, moi ça me désole de voir que monsieur perd une affaire, parce qu'évidemment il y a une solution à lui apporter. Mais dès le début, lorsqu'il fait sa vente, lorsqu'il obtient son financement, il doit pouvoir avoir l'approche et la confiance dans son chemin logistique. Nous avons de nombreux défis, monsieur le ministre en a parlé, les administrations sont plurielles, elles ne communiquent pas toujours entre elles. L'Afrique, c'est plus de 50 pays. Ce sont des réglementations propres à chacun des pays. Les zones de libre-échange, certes, se développent, le cadre existe, mais dans la pratique, il y a encore un petit chemin à parcourir. Et donc, pour sécuriser nos clients, nous devons aussi suivre cette compliance réglementaire sur l'ensemble de la chaîne logistique, que ce soit à l'import, sur la gestion du corridor, à l'export, et offrir un outil et une restitution d'informations. C'est très très important, l'information en continu auprès de nos clients, et nos outils dans lesquels nous investissons. Tout d'abord, l'outil humain, c'est le plus important. On a 10 000 professionnels dans ce secteur particulier sur le continent que nous formons en permanence, et c'est un enjeu que vous retrouverez également chez nos différents intervenants. Former, investir constamment dans la formation de ces équipes, c'est indispensable, parce que vous ne trouvez pas toujours sur les marchés locaux des expertises qui ont été développées par des universités qui correspondent à vos métiers. Donc c'est un coût qu'il faut intégrer. Et également accompagner le saut technologique que l'Afrique a su faire dans les technologies télécom. Eh bien, nous l'accompagnons avec la digitalisation aussi de notre restitution d'informations en permanence, des preuves de livraison connectées à des outils smartphones avec la position GPS, et tous ces outils qui peuvent nous faire rêver en Europe ou ailleurs, eh bien, nous les avons aussi en Afrique et nous permettent d'avoir de l'information instantanée auprès de nos clients. Dans quel pays en particulier ces outils sont présents? Dans tous les pays, que nous couvrons, c'est-à-dire l'ensemble du continent, y compris les pays de l'intérieur, puisque nous avons une offre sur les corridors multimodales que nous illustrons ici, et qui permet de voir les principales routes que nous desservons avec les capitales ou les villes secondaires des pays de l'intérieur, ou même les villes secondaires dans les pays côtiers. Donc nous couvrons 45 pays, plus de 200 agences, avec cette logique d'intégration aussi de bout en bout avec le reste de notre réseau international, qui, grâce à sa volumétrie et ces 800 000 TEUs gérés chaque année, ces 500 000 tonnes en aérien, a la chance de pouvoir accompagner les clients aussi sur les flux internationaux et sur les partenariats croissants que l'Afrique a, non seulement avec l'Europe qui continue de croître sur les réseaux, sur les axes nord-sud, mais également sur les partenariats avec des pays qui sont plus à l'est, comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Turquie. Ce sont aussi des flux que nous accompagnons avec notre réseau international.
nous vous illustrons ici sur une chaîne locale ce que cela peut représenter en termes de complexité. Ici, nous accompagnons avec ces schémas-là et on choisira avec nos clients quelques-uns de ces segments ou les segments complets selon la demande qui nous est faite. De produits de grande consommation que nous gérons depuis leur expédition jusqu'à leur importation, leur stockage intermédiaire et leur distribution avec toutes les étapes, qu'elles soient physiques, logiques, réglementaires. Et bien évidemment, avec, grâce à notre réseau informatique et nos outils, une traçabilité complète de la marchandise du client, parce que notre objectif, vous le disiez, c'est de rendre confiance et d'assurer cette confiance-là pour désenclaver le continent, montrer que la richesse de sa croissance, de son PIB, crée des opportunités et vous rassurer sur le fait que vous pouvez les saisir avec un accompagnement que vous trouvez chez nous et pour évidemment, dans un marché où il y a des local players, vous en parliez, il y a une intention d'un certain nombre de pays de développer des régionaux locaux. Donc évidemment, tout ceci se fait dans un marché hyper concurrentiel, ce qui vous assure aussi la compétitivité de vos offres. Voilà. Vous avez parlé de formation tout à l'heure, un peu rapidement. J'aimerais que vous insistiez là-dessus. Je pose la question à tout le monde. C'est important. Il y a un engagement nécessaire de tous les acteurs, de tous les investisseurs en Afrique de participer à la formation de la main-d'œuvre en Afrique, dans les ports, dans les centres logistiques. Alors je dois dire que le forum avec tous les acteurs, je ne le connais pas. En revanche, nous investissons massivement dans la formation. Nous avons en Côte d'Ivoire, nous en parlions tout à l'heure avant de démarrer la conférence, un centre de formation panafricain où nous accueillons des hôtes des pays voisins, mais pas uniquement. Ils peuvent être très éloignés comme ceux d'Afrique de l'Est, que nous formons dans ce centre de formation. Et nous avons également une armée, un petit bataillon de formateurs avec leurs outils. On a également du e-learning qui nous permet d'assurer cette formation et de monter en compétences régulièrement, puisque ce sont des métiers qui se réinventent, qui évoluent, et donc nous accompagnons ceci. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Non, d'ailleurs, vous allez la passer à Serigne Diop de Dakar. Merci, monsieur. Merci. Vous partagez le constat. Oui. Ou bien c'est une question, c'est pas encore ma présentation, oui? Non, j'ai pas entendu. Laissez le micro. Non, je dis c'est pas encore ma présentation, c'est pour réagir par rapport à ce qu'il a dit. Oui, mais votre présentation va venir. Voilà, par rapport à la formation, à tout ce qu'on vient de dire, la situation au Sénégal, il y a un besoin de formation où la main-d'œuvre est suffisamment. Ben, effectivement, dans tous les pays africains, je vais le dire tout à l'heure d'ailleurs, il y a nécessité d'avoir des ressources humaines donc capable en tout cas de promouvoir la logistique d'une façon générale. Mais comme il l'a dit, je pense que c'est une bonne initiative de Bolloré d'implanter un centre de formation à Abidjan. Parce qu'Abidjan est central. Tous les pays africains de la zone, que ce soit l'Afrique de l'Ouest et du Centre, peuvent venir à Abidjan donc se former. N'empêche que dans nos différents pays, par exemple au Sénégal, il y a plusieurs centres de formation, des structures de formation qui évoluent dans le domaine de la logistique. Mais je pense que leur centre est plus pratique. Je pense que c'est à encourager et voir dans quelle mesure les pays africains pourraient envoyer des personnes, en tout cas, se former au niveau de leur centre. Il y a un centre de formation exceptionnel au Maroc pour le chemin de fer que j'ai eu l'occasion de visiter. Et je vois qu'il y a 2 représentants ici dans la salle et qui a une vocation panafricaine également. Serigne Diop. Merci. Merci. Je remercie d'abord les organisateurs pour cette initiative et de m'avoir invité pour faire cette présentation. J'ai quelques slides que je vais commenter. Donc, effectivement, comme c'est dans le PowerPoint, les opportunités à saisir en Afrique avec la réalisation d'infrastructures et l'aménagement des corridors de transport. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports du Maroc, a déjà abordé cette question. Mais je vais aller plus avant. D'abord, l'état des lieux, comme l'a dit tout à l'heure son Excellence, l'infrastructure routière est insuffisante et délabrée en Afrique.
Ça, c'est des constats. Également, le réseau ferroviaire est faible avec peu d'interconnexions. Si vous voyez, par exemple, le chemin de fer Dakar-Bamako, certains tronçons sont vétustes qui datent de 1925. Et ce chemin de fer devait aller de Koulikoro, où ça s'est arrêté au Mali, jusqu'au Niger. Mais malheureusement, depuis 1960, ce tronçon n'a pas continué. Je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a des possibilités d'amélioration. Également, les voies d'eau qui existent en Afrique, que ce soit le fleuve Sénégal, le fleuve Congo et les différents fleuves, sont insuffisamment aménagés et peu exploités. Il y a également d'innombrables entraves tarifaires et non tarifaires. Les entraves tarifaires, c'est surtout au niveau de certaines administrations en Afrique. C'est la douane particulièrement qui est incriminée. Les différentes formalités, parfois inutiles, mais également des prélèvements illicites. Vous allez voir tout à l'heure une image. Et également les contrôles intempestifs au niveau des corridors de transport. Donc, vous voyez dans ce slide le policier avec plusieurs poches. Et il a dit que ce n'est pas de sa faute qu'on lui ait cousu un autant de poches à son uniforme. Donc là, vraiment, c'est des problèmes que nous rencontrons. Mais dans la deuxième partie, je vais proposer des solutions. Donc là, suite à ces constats que j'ai cités brièvement, l'Union africaine, donc l'organisation continentale, par l'intermédiaire de la Commission économique pour l'Afrique et le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement en Afrique, ont conçu un plan en 1970, ce plan relier l'Afrique. Relier l'Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir des infrastructures qui vont traverser toute l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest et vraiment permettre aux Africains, mais également aux opérateurs qui veulent investir en Afrique de pouvoir évoluer plus facilement. En 1970. Oui, le premier plan, c'est en 1970. C'est vrai que ça a été... C'est pas une réussite, a priori. Comment? Vu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas une réussite. Il y a toujours un même manque d'infrastructure. Ce n'est pas une réussite. C'est vrai qu'il faut toujours améliorer. Et je vais arriver tout à l'heure à Bolloré, d'ailleurs, qui est nettement plus pratique dans ce domaine. Donc là, au niveau de l'Union africaine, mais également au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. Monsieur Diop, je pense que depuis 1970 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et au niveau, en fait, des comptes, je veux dire, de l'amélioration, de la connexion, dans les cadres, je veux dire, de l'intégration économique. Au niveau de par exemple, je prends du cadre de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO, si vous prenez aujourd'hui, l'autoroute qui part d'Abidjan jusqu'à Lagos, en passant par le Ghana, par le Togo, par le Bénin, il existe aujourd'hui, il a été fait. Il y a l'autoroute aussi transsahélienne qui vient du Maroc avec connexion à partir de l'Algérie jusqu'à descendre jusqu'au Sénégal. Ça aussi, je veux dire, les travaux ont commencé. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup qui a été fait. Mais je pense qu'on ne s'est pas compris. Il y a des réalisations, effectivement. Voilà. Mais pas aux attentes, pour répondre aux attentes des Africains. Il y a quelques réalisations, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, les slides qui vont suivre, vous allez voir... C'est assez significatif quand même, parce que quand vous nous ramenez en 72, c'est comme s'il n'y a pas trop d'efforts qui a été fait. Moi, j'aurais bien apprécié, en fin de compte, qu'on parte du NEPAD, lorsqu'en 1980, en 2000, dans les années 2000, lorsqu'on a redéfini la stratégie du NEPAD, et quels sont les résultats, en fin de compte, que nous avons obtenus à la suite, je veux dire, de la redéfinition de cette stratégie du NEPAD. Oui. Voilà. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ah, d'accord. Mettez bien le micro sur le... On va y arriver rapidement. Okay. Donc d'abord, je vais parler des corridors, les différents corridors. Je vais aller rapidement. Il y a le corridor nord, corridor central, etc. Donc là, pour dire que pour mieux connecter l'Afrique, il faut définir des corridors de transport. Sérigné, mettez bien le micro sur le menton. Mettez le micro sur le menton. Voilà, donc des corridors de transport qui ont été aménagés. Je donnerai l'exemple du corridor Dakar-Lagos. Ce corridor qui est si important, qui passe par Banjul et qui va en Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, etc. Donc c'est un corridor très important qui a été aménagé et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'allais y arriver, effectivement il y a des choses qui ont été faites, il y a des routes qui sont en terre cuite, mais également il y a des routes bitumées qui existent. Donc je confirme ce que vous avez dit.
Et également, il y a l'amélioration de la qualité et de la sûreté des routes et des levées. Vous avez les différents projets de routes dont vous avez parlé. Il y a des routes qui ont été réalisées effectivement, mais il y a des tronçons manquants qu'il faut faire. Et l'Union africaine, en relation avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, a déjà des financements. Donc là, c'est les principales routes et corridors en Afrique. Il y en a déjà, c'est déjà défini au niveau du NEPAD, donc c'est les projets du NEPAD. Vous voyez également les routes africaines Dakar, N'Djamena, Djibouti. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la transversale qui quitte Dakar pour aller à Djibouti. Donc c'est un projet, certains tronçons ont été déjà réalisés, mais c'est un projet de 8715 km qui va être réalisé, donc avec les possibilités de financement. Là, c'est donc la liaison Libreville-Djibouti, qui est également un tronçon très important, qui fait plus de 15 000 km, donc 15 200 km, donc Libreville-Djibouti. Certains tronçons ont été réalisés, mais d'autres attendent toujours. Donc il y a maintenant, en dehors des liaisons routières, il y a les liaisons ferroviaires. Les liaisons ferroviaires au niveau du NEPAD, il y en a plusieurs. Il y a au moins 26 000 km de liaisons ferroviaires qui doivent être réalisées. Il y a des liaisons qui existent, mais qui sont vétustes, comme la liaison Dakar-Bamako. Certains tronçons datent de 1925, que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en concernant le ferroviaire, il y a Dakar-Djibouti également. Dakar-Djibouti, 8200 km de liaison ferroviaire, 8800 km de liaison ferroviaire. Vous voyez également Djibouti-Libreville. Là aussi, il y a 15 200 km de liaison ferroviaire à réaliser. Donc, c'est vraiment des projets très importants. Et donc là, d'une façon globale, c'est les ponts. C'est des projets financés. Ce sont des projets financés. Oui, oui. Là, le financement est déjà acquis pour certains de ces projets parce que la banque, l'Union africaine, avec la CIA, Commission économique pour l'Afrique, l'Union africaine a déjà négocié avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour la réalisation de certains de ces projets. Oui, allez-y. Et la Banque mondiale, la Banque africaine de développement a déjà pledgé 100 milliards de dollars d'ici 2004, voilà, jusqu'en 2020 pour la réalisation de ces projets. Voilà. Est-ce qu'il est bien utile de développer en même temps le ferré et le routier? Est-ce que c'est pas doubler, perdre de l'argent? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se focaliser sur un moyen de transport plutôt qu'un autre? Mais il faut d'abord des infrastructures, il faut les routes, il faut les chemins de fer. C'est très important parce que s'il y a des camions alors qu'il n'y a pas de route fonctionnelle, les routes sont déficientes comme on l'a dit tout à l'heure. Et le plus souvent aussi les camions ne sont pas adaptés. C'est pour ces raisons d'ailleurs l'UEMOA a adopté le règlement 14 concernant la surcharge à l'essieu pour que les camionneurs aient des camions qui peuvent adapter et qui ne puissent pas casser les routes une fois réalisées. Donc là également, c'est au niveau du chemin de fer, le pont rail sur le fleuve Congo, ce qui est très important, parce que ceux qui connaissent l'Afrique centrale, surtout le Congo-Brazzaville et la RDC, les deux capitales sont face à face. Quand on est à Brazzaville, on voit Kinshasa et vice-versa. Mais la traversée est très difficile, il faut prendre le fleuve. Depuis plusieurs années, et les négociations sont en cours pour réaliser un pont avec les rails et la route. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est des problèmes politiques. Mais je pense qu'au niveau de l'Union africaine et au niveau de la Commission économique pour l'Afrique, ils sont arrivés à une solution pour la réalisation donc, de ce projet. C'est toujours dans le cadre du financement de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Bon, oui. Il faudrait conclure, vite. Comment? Non, il faudrait que vous puissiez conclure pour que je puisse passer la parole à
Oui, oui, non, je vais terminer rapidement. Donc, pour dire que dans le domaine des infrastructures, la route, le ferroviaire, il y a des efforts qui sont en train d'être faits parce qu'il y a des projets qui sont en train d'être réalisés. Au niveau des ports également, plusieurs ports sont en train d'acquérir du matériel et d'avoir des infrastructures modernes pour accueillir les bateaux, les navires de dernière génération. Je vous dirais qu'actuellement, il a été constaté qu'aucun port africain ne peut accueillir un navire de 16 000 TEU. Donc là, vraiment, pour l'avenir, il faut que les ports aussi se modernisent. Donc en dehors des infrastructures, il y a également la facilitation. Et vous voyez au niveau de l'UEMOA, la mise en place de postes de contrôle juxtaposés, parce que, comme vous le savez, au niveau des postes frontières, des corridors, il y a la gendarmerie, la police, etc., des contrôles intempestifs. Et j'ai montré l'image tout à l'heure du policier, des prélèvements illicites. Donc, avec les postes de contrôle juxtaposés, il sera possible de juguler donc, ces différents problèmes. Vous voyez donc les différents projets de postes juxtaposés. Et là, je profiterai de l'occasion pour dire qu'en tout cas, il y a d'énormes potentialités au niveau de l'Afrique. Des infrastructures sont en train d'être réalisées, la facilitation, les différentes conventions au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations régionales, sous-régionales sont en train d'être mises en œuvre. Et je pense que les investisseurs, en tout cas les chargeurs, qu'ils soient européens ou américains, en tout cas de tous les continents, donc je pense que les chargeurs, les opérateurs économiques, les investisseurs industriels, etc., il y a des opportunités à saisir. Et nous nous sommes rendus compte que Bolloré, bien avant tout le monde, a cru à l'Afrique et nous voyons ici la boucle que Bolloré est en train de réaliser. Pourquoi ne pas faire comme Bolloré? Également, il y a plusieurs projets au niveau des pays africains. Non, c'est fini. C'est bien. Plusieurs projets au niveau des pays africains, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Mais là, je vous ai donné un tableau des différents projets au Sénégal concernant l'énergie, etc. Et il y a une conférence la semaine dernière à Dakar. Il y avait l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, président de la Fondation pour l'électrification de l'Afrique. Il a fait une déclaration importante. Donc l'énergie est la base de tout développement. Ce n'est pas la démocratie qui apporte la lumière, mais la lumière qui apporte la démocratie. Je finirai donc par dire qu'il y a d'énormes potentialités en Afrique, que ce soit au nord, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, à saisir par les opérateurs. Je vous remercie. Merci. C'est la lumière qui libère les jeunes filles. On est maintenant à l'école en leur permettant de faire leurs devoirs le soir. C'est ce que j'ai vu là-bas. À la COP 21, il y a une initiative sur les énergies renouvelables en Afrique qui a été annoncée pour faire passer le potentiel de puissance de 10 gigawatts en 2020 à 300 gigawatts en 2030. Juste un petit mot. Non. Alors Yann Alix ou Alain Caro, qui vous voulez, vous réagissez comme vous voulez. Alors Yann Alix, Fondation C'est Facile. On a un quart d'heure de retard, donc je prends un quart d'heure sur la pause entre les deux conférences. Comme c'est moi qui suis inféodé à cette salle, ça ne me cause pas de soucis. Yann Alix, la Fondation C'est Facile, pour nos amis qui ne connaissent pas. Un laboratoire d'idées prospectif et stratégique sur justement les immenses chantiers qui attendent le développement logistique et l'optimisation logistique sur le continent africain, entre autres, puisqu'on ne travaille pas que sur l'Afrique, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'Afrique. Beaucoup de choses ont été dites par mes amis. Je vais simplement positionner quelques chiffres parce que l'enthousiasme de mon prédécesseur dakarois doit être relativement tempéré. Comme le diraient les Congolais, il faut aller vite, mais dans le temps long. La sagesse africaine étant toujours de bons conseils. Aller vite dans le temps long, c'est aussi approcher la problématique de la logistique sous un angle poli, je dirais, à couches, par plusieurs couches. La couche infrastructurelle est essentielle, mais encore faut-il avoir les bonnes pratiques sur les bonnes infrastructures pour délivrer les bons services au meilleur coût, tant qu'à faire. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une lecture aussi sur le retour d'expérience de la Fondation à travers un dossier et je dirais une problématique considérable qui a déjà été abordée, c'est le changement des pratiques.
qui passe nécessairement dans un temps long par un changement des mentalités afin que la logistique serve le territoire et serve aussi la société africaine. Donc simplement pour rappeler quelques éléments chiffrés qui ont déjà été élaborés, on peut voir ça comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On a 90% des camions sur l'espace économique ouest-africain qui doivent être remplacés à l'horizon 2020-2022. Donc 90% des camions, c'est aussi rendre beaucoup plus optimale la circulation des fret routiers sur les infrastructures qui sont aujourd'hui à moins de 20% pavés sur l'ensemble de l'espace économique subsaharien. Donc subsaharien, c'est tout ce qui est au sud du Sahara. 20% simplement de bitumé, ça veut dire que 80% sont tributaires notamment des conditions climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la saison des pluies, passer Yaoundé pour aller en RCA ou au Tchad, c'est un sacerdoce absolument incroyable. Et vous avez beau avoir tous les meilleurs schémas logistiques du monde, quand le camion il passe pas, il passe pas. Donc on a 20% et donc on a encore 80% à paver, donc c'est un immense chantier. Vous avez rappelé qu'il faut 100 milliards par an pour remettre l'infrastructure à peu près au niveau. Je pense que c'est une condition sine qua non pour pouvoir aussi encourager le changement des pratiques et donc des mentalités. Il faut avoir le substrat. Le substrat, c'est l'infra. Et on le voit bien quand on a un projet de 3000 km de voies ferroviaires uniquement dédiées à l'exportation du minerai de fer, on voit bien que ce n'est pas impossible et que ça peut aller très vite. Ce chiffre-là, il date de fin 2014, avant finalement la chute du cours des matières premières. Et ces 3000 km sont quasiment tous remis en cause par la simple conjoncture. Donc on a aussi une conjugaison spatio-temporelle qui parfois est pas nécessairement en faveur de l'Afrique, parce que les modèles économiques encore sont très largement tributaires des matières premières et de la capacité à exporter des matières premières dans des bons termes économiques. Donc on voit que construire des infrastructures peut aller vite. Mais il faut être vite dans le temps long. Et j'ai un exemple, c'est l'infrastructure portuaire. J'ai écrit il y a plus d'une dizaine d'années, la révolution portuaire est en marche. Ça voulait dire quoi? En gris, vous avez les infrastructures portuaires conteneurisées de l'Ouest africain en 2005, qui sont exprimées par rapport à leur tirant d'eau, par rapport à leur longueur de quai. Et on voit bien qu'il y a un saut qualitatif majeur. Et là, on a été très vite dans le temps très court, puisqu'en une décennie, on a fait passer je dirais, une génération infrastructurelle extrêmement vieillissante et extrêmement pénalisante pour les capacités logistiques africaines à des infrastructures que je qualifierais de standards internationaux les plus optimaux, avec donc des projets qui sont déjà en cours, hein, des projets qui sont à venir, mais confirmés. Le financement sur ces infrastructures portuaires sont confirmés. Et mon collègue de droite, je pense, n'ira pas contre cette assertion, c'est qu'on a des leaders, et tant mieux, ils sont européens. APMT Terminal, pour citer votre concurrent et meilleur ami sur la place, et Bolloré se sont en une décennie, je dirais, mis à la page de aller vite dans le temps long pour construire ces infrastructures et les mettre en opération avec des gains de productivité considérables qui permet in fine de réduire enfin le coût de transport et le coût de transaction pour le panier de la ménagère, pour l'entrepreneur exportateur et pour aussi l'entrepreneur importateur. Donc voilà quelques éléments factuels, mais en même temps que tout le monde connaît. Et moi, je voudrais juste insister sur un point, et j'ai encore 3-4 minutes pour le faire, je pense, parce que j'arrive déjà à ma conclusion. C'est que vous avez des indicateurs qui permettent de valider la maturité finalement d'une économie dans le concert d'une globalisation de l'échange. C'est le nombre de conteneurs par millier d'habitants. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est un peu comme l'indice Big Mac. Hein. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Simplement que quand vous avez à peu près 200 conteneurs pour 1000 habitants en Europe, donc industrie, service et industrie hyper mature, donc échange complètement assumé dans des termes économiques les plus optimaux possibles entre la Chine et l'Europe par exemple, et bien à l'opposé du spectre, vous avez l'Afrique, excusez-moi ça se voit peut-être pas très bien, l'Afrique qui est à moins de, ou environ 20 à 25 TUs, 20 à 25 conteneurs par millier d'habitants. Donc on a un ratio de 1 sur 10. L'idée n'est pas de dire on a 10 fois du potentiel à rattraper. L'idée est qu'on a un énorme espace d'innovation et d'audace logistique à combler pour que finalement le nouveau modèle économique africain émerge grâce à la logistique. Moi, le mot que je voudrais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que la logistique est au service de l'économie et de la société africaine, et pas l'inverse, et que finalement, pour ça,
Et Bolloré, il contribue fortement avec son centre de formation à Abidjan, mais je voudrais ouvrir le spectre. Nous, la Fondation, on essaye d'aider ces jeunes chercheurs, ces jeunes universitaires africains. Il y en a quelques-uns dans la salle, du Bénin, du Cameroun, que je connais par ailleurs. On pense que cette future classe moyenne à 400 millions d'habitants, cette future population à 2 milliards, ces nouveaux modèles industriels qui sont, je pense, même pas encore connus, parce qu'ils vont émerger à partir de pratiques et de schémas d'innovation qui ne sont pas expérimentés dans nos vieilles industries. Je pense que tout ça ne repose que sur une aptitude et une capacité à former le plus grand nombre, le plus longtemps, dans des universités, en aptitude aussi de ne pas former que des scientifiques, des gens savants, des gens sachants, mais aussi des gens pratiques et opérationnels pour pouvoir justement servir les industriels et les opérateurs logistiques. Alors tout ça est bien vertueux, tout ça est bien candide, mais aujourd'hui, nous, ce que l'on fait à la Fondation, c'est aider ces chercheurs africains à être visibles sur la planète, en leur donnant de l'argent, en leur donnant les moyens d'être innovants aussi. Et à pas s'exporter, en tout cas à revenir en Afrique. Alors l'objectif à terme, c'est vrai qu'après ils ont leur propre trajectoire et on n'a pas une condition de marché qui dit qu'il faut qu'ils reviennent chez eux pendant 10 ans, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est que, à l'instar de ce qu'on a vu chez les Chinois il y a un quart de siècle, hein, qui se formaient très bien aux États-Unis, qui sont revenus faire fortune chez eux en mettant en place des modèles qu'ils avaient appris ailleurs, je pense qu'il y a aujourd'hui une combinaison de pragmatisme opérationnel chez la jeune génération entrepreneuriale africaine. Ces gens sont bourrés de talent. Quand ils vous inventent des ordinateurs et des applications à moins de 1 000 $ au Congo, quand vous avez des villages de start-up autour de Nairobi qui créent l'économie de demain, je pense qu'il y a un saut qualitatif. J'avais un ami, j'ai toujours un ami d'ailleurs, parce qu'il est toujours mon ami, d'un groupe dont je tairai le nom, mais qui n'est pas très loin de chez Bolloré et qui travaille bien en Afrique, qui parlait de saut incrémental. Il parlait de saut incrémental, c'est un joli terme, pour dire que finalement, ce qu'on a constaté dans la téléphonie doit être aussi visible et constatable dans la logistique. Parce que la logistique, c'est la mobilité, c'est la capacité de rendre fluide des trafics, mais aussi des opportunités, des valeurs. Et aujourd'hui, finalement, on a encore des freins. Des freins, alors on ne va pas toujours taper sur les mêmes, mais quand vous assistez, effectivement, j'ai bien aimé votre dessin avec Multipoche, passer une frontière aujourd'hui avec un fret est d'une complexité rare. Dans un monde où finalement le type a quand même un iPhone 5 souvent dans la poche avec les applications de dernière génération et est capable de savoir tout sur la planète tout le temps. Mais pourtant, ça reste un mange-mille. Ça reste un mange-mille dans sa confrérie des PDG, les polices, douanes, gendarmerie. Ce sont des gens qui restent réfractaires à la modernisation des pratiques et des mentalités. Mange-mille, hein, vous avez dit. Je note, je ne connaissais pas. Donc, finalement, je pense que la logistique et le transport sont des accélérateurs de changement en autant qu'on prenne toutes ces dimensions et qu'on ne s'arrête pas, comme souvent dans les banques multilatérales de développement, à la seule et unique infrastructure. Je pense qu'il faille penser le temps long en allant vite, effectivement, en ne laissant pas la place aussi à des gens qui viennent spolier le développement africain avec des pratiques qui ne devraient plus voir le jour dans certains endroits. Par exemple ? Oh, je ne vais pas citer de gens particuliers, ça va être indécent, mais je pense qu'aujourd'hui, l'exploitation de la forêt congolaise par certains grands groupes internationaux est véritablement en inadéquation avec le développement de la société congolaise. C'est un euphémisme, inadéquation. On va dire ça, mais vous voyez, je suis politiquement très correct. Très bien. Donc voilà finalement, je ne vais pas prendre plus la parole et je préfère interagir. Je voudrais simplement conclure en étant prosélyte et en disant que tout ce que l'on fait est gratuit. Alors, comme on dit, notamment sur les marchés marocains, c'est moins cher que gratuit. Là, pour le coup, c'est vrai. C'est moins cher que gratuit parce que tout ça est gratuit, parce que la Fondation est sous égide de la Fondation de France et elle est aidée par des partenaires privés, dont certains sont autour de la table. Et donc, grâce à eux, on fait des bouquins et on aide aussi cette recherche africaine à émerger à l'échelle planétaire pour pouvoir aider les nouveaux modèles de développement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alain Caro, groupe CFAO. Vous exportez à 80% en Afrique. C'est facile d'exporter en Afrique. Ça a l'air compliqué, hein, même en employant des euphémismes. Il y a une infrastructure, il y a beaucoup de poches sur les uniformes. Le PDG, là, il mange son mille. Votre constat, vous, de votre point de vue? Alors, CFAO, pour présenter, c'est un groupe qui est installé. Il y a un grand débat interne entre 1850 et 1870 sur l'arrivée en Afrique. Donc on a une expérience, on vit. Quelque part, on vit dans un milieu qui a été décrit. Alors, c'est pas facile, mais globalement, la nature s'adapte.
Et aujourd'hui, j'ai appris une expression, c'est le mange-mille. Oui, je ne connaissais pas non plus. Voilà, merci Yann Alix. Voilà. Donc on fait avec, on doit être innovant par rapport à... on se bat tous les jours contre ce qu'on appelle les grey dealers. C'est tout le marché. On distribue de l'automobile. On a en face de nous un marché majoritairement tenu par des importateurs qu'on appelle grey dealers qui vendent dans les chambres d'hôtel à partir de Dubaï, d'Anvers. Enfin, voilà. Donc notre challenge, c'est d'arriver, malgré notre légalité totale, le fait que ce soit dans le marché formel absolu, qu'on ait des centres de formation pour notre personnel, tout ça, à rester compétitif par rapport à cette économie grise. Aujourd'hui, ça marche. Le CFAO continue de croire en Afrique. Dans le développement, dans les thèmes qui avaient été développés, qu'est-ce qu'on voyait comme futur? CFAO, clairement, c'est le monde, c'est la même économie qu'ailleurs. On vient d'ouvrir un centre commercial à Abidjan. Si vous allez le visiter, vous verrez qu'il est construit comme un des meilleurs centres commerciaux que vous pouvez trouver en Île-de-France ou ailleurs en Europe. On ne part pas avec une idée, on va faire de l'Afrique. On y trouve des produits locaux? Il y a des produits locaux. Il y a la cible. Alors la cible, clairement, est la classe moyenne africaine. CFAO a commandité une étude, une analyse, parce que tout le monde en parle de la fameuse classe moyenne africaine. On a commandité une étude avec des experts pour l'identifier, pour la calibrer. Et elle est là, la nouvelle classe moyenne africaine. C'est environ 200 millions d'habitants qui devraient doubler dans les 20 prochaines années. Alors la classe moyenne africaine, c'est un revenu entre 7 et 20 $ par jour par habitant de la famille. Elle est là, la classe. Et notre centre commercial est dédié à la classe moyenne africaine. Ce n'est pas un centre commercial pour l'élite du tout. Voilà. Donc nous jonglons avec... on s'appuie sur des groupes comme Bolloré, sur des concurrents, nos meilleurs. Tout le monde se connaît, c'est un oligomarché. C'est un peu là peut-être le problème de la compétitivité. Mais on arrive on délivre nos produits sans aucun problème dans 42 pays. On a 10 000 salariés en Afrique. Sans problème, vraiment? Vous n'avez jamais de soucis? Ou ça bute quand même parfois sur des routes avec des nids de poules, sur des douaniers? Je suis très optimiste, moi. C'est peut-être pour ça que je fais ça. Non, on a des contraintes. Moi, je parle plutôt de contraintes. On a... Par exemple, pour envoyer une pièce détachée en Afrique, si on écoute les expressis, en 48 heures, c'est fait. Moi, je vais vous dire, il faut entre 12 et 14 jours. Parce que le dernier kilomètre, c'est 8 jours. C'est-à-dire entre la commande qui part d'Afrique à travers nos systèmes informatiques super développés, nos prestataires, nos fournisseurs nous délivrent la pièce en 48 heures. Il nous faut à peu près 3 jours pour arriver dans l'aéroport de destination. Et après, il nous faut 8 jours pour le dernier kilomètre. Bon, alors on travaille dessus. On est têtu, on y arrive. Sur certains pays, on a des performances à 2-3 jours. Les pays les plus difficiles, c'est 30 à 32 jours. C'est de l'express. Hein. D'accord, express à 32 jours. Alors, pour réduire à 3-4 jours, à 8 jours, vous faites quoi? Vous bouchez les trous sur les routes, vous créez une voie ferrée, qu'est-ce que vous suggérez? D'abord, on choisit le meilleur chemin, déjà, pour éviter les trous. Et généralement, après, c'est que de la procédure, c'est de la documentation, c'est de l'anticipation. Édouard de Vergeron. Le maître mot est évidemment l'anticipation et la coordination donc, avec les bureaux d'achat qui préparent les exportations, la documentation qui va avec, et ensuite l'anticipation de tous les événements. Les pays sont complexes, sont multiples, chacun a ses contraintes, mais plus on anticipe, mieux ça se passe, évidemment. Et ensuite, il y a aussi des méthodes, notamment dans l'aérien, pour enlever de la marchandise et gérer ce risque-là et régulariser derrière. Et donc ça, ce sont des offres que nous faisons pour pallier au plus pressé avec
avec des solutions ad hoc. Je voudrais dire également, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, l'émergence de la classe moyenne africaine fait venir de nouveaux intervenants, de nouvelles formes de distribution, des nouveaux produits sur le marché. Et je me permets de relancer sur la vision du Maroc et la place de Tanger Med, qui est effectivement internationalement bien placée, mais en particulier sur l'Afrique. Et d'un point de vue législatif, avec la Free Trade Zone, permet cette préparation de commandes, ce stockage intermédiaire pour ensuite servir les ports africains avec des délais tout à fait intéressants. Et donc ce sont des nouvelles offres qui viennent sur le marché, dans lesquelles nous sommes évidemment inscrits, et qui vont suivre, et nous investissons, ça se voit moins, c'est moins visible que nos investissements portuaires ou ferroviaires, mais nous investissons également dans des hubs logistiques dans le golfe de Guinée, sur plusieurs sites, en Afrique de l'Est sur plusieurs sites, pour couvrir les pays frontaliers de ces hubs-là, avec des procédures douanières intégrées, et pour essayer de se battre contre le temps, parce qu'il y a du temps long, mais nos clients attendent de nous du temps et de l'immédiateté. Alain Carreau, avant Jean Mazeran, qui piaffe d'impatience depuis tout à l'heure. Alain Carreau, pour conclure sur votre propos. Au niveau de la douane, ça se passe comment? Il y a des systèmes intégrés, comme en Europe? Ça se met en place? On a à peu près tous les systèmes. Il y a quelques années, dans le cadre d'un pôle de compétitivité français, on avait mis en place, avec le concours de Bolloré et un intégrateur informatique, on était capable d'échanger une déclaration en douane partant de Paris CFAO, transitant par la douane française, rebondissant dans la douane sénégalaise et finissant au sein de notre distribution. Donc, je crois qu'il risque d'avoir des bons technologiques, comme on a vu sur la téléphonie. On est passé du pas de téléphone du tout au sans fil connecté sur la planète entière, sans passer par les intermédiaires, filaires, fibre optique ou autre. Et je pense que c'est à ça qu'on doit s'adapter. Est-ce qu'aujourd'hui la distribution en Afrique de voitures passera par un réseau de concessions, ou est-ce que pour pallier justement au problème de distribution en interne, on n'aura pas un excellent site de vente sur Internet et le client viendra pour récupérer sa voiture dans les centres de distribution possibles? Merci. Jean Mazeran, je vous ferai conclure après, M. de Vergeron. Jean Mazeran, voilà, merci Alain Carreau. On passe à l'Afrique de l'Est, une expérience toute récente pour vous, vous allez nous la raconter. Saint-Gobain, gypse, donc plaque de plâtre. Absolument. Alors je vais faire le naïf, le très naïf. Si on a besoin de plaques de plâtre, c'est qu'on veut isoler une maison. Si on veut isoler une maison, c'est qu'on en a les moyens. C'est la preuve naïve qu'une classe moyenne émerge pour Saint-Gobain? Oui, tout à fait, absolument. Mais alors d'abord, comme vous avez annoncé la suppression de la pause, permettez-moi de faire une page publicitaire pour quand même un peu parler des produits de Saint-Gobain en une seconde. Et un mot d'abord sur l'activité Égypte. Alors pour une fois, je ne passe pas en premier, donc je n'essuie pas les plâtres. Hein, on est spécialiste de la plaque de plâtre. Bravo. Pour l'activité gypse, qui en fait extrait et transforme le gypse, qui est un caillou, en une gamme tout à fait étendue de produits. Alors on pense au BA13, au placo. Alors attention, quand vous achetez du placo, il n'y a pas que du Saint-Gobain, hein, donc faites bien attention. Mais étendu donc de produits à base de plâtre pour la construction, la décoration, le résidentiel, le non résidentiel, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc destiné à la réalisation de cloisons et de revêtements de murs, de plafonds, de planchers, c'est en fait toute la pièce. Ces solutions répondent à des spécificités technologiques donc, qui sont très exigeantes, à la fois en matière de protection incendie, de résistance à l'humidité, d'isolation thermique. Et nous y voilà, l'isolation thermique. En Afrique, j'étais la semaine dernière, il faisait 40 degrés, 85% d'humidité sur le port de Dar es Salaam, sur le port de Mombasa, à Nairobi, à Arusha, à côté du Kilimandjaro. C'était un peu plus frais puisque c'est un peu plus haut. Mais effectivement, nous, on recherche, et je vais vous en parler tout de suite, on apporte la solution d'isolation thermique pour les pays froids où il fait froid, on veut se protéger du froid. Les pays chauds où il fait chaud, où il fait humide, et on veut se protéger de l'humidité. Et c'est une demande récente, ça, pour votre groupe en Afrique? Alors, c'est effectivement une demande en ce qui concerne l'Afrique, oui. Alors l'Afrique, c'est un peu, je vais faire un peu d'humour, c'est un peu la zone blanche de Saint-Gobain. Bravo. On est, la zone blanche, on est présent dans 66 pays.
On doit être proche du client, puisqu'on est leader mondial de la plaque de plâtre. On doit avoir un service client irréprochable. Et pour cela, on a 57 usines de plaques de plâtre dans le monde. On s'est beaucoup développé en Europe, on s'est beaucoup développé en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, et beaucoup en Asie. Et on continue à en construire, à acheter des nouvelles usines, etc. Alors les activités récentes, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, c'est l'Inde, mais l'Afrique est maintenant une zone de développement tout à fait fort et vraiment le focus du groupe Saint-Gobain. Alors l'Afrique fait vraiment partie des zones dans lesquelles nous avons des projets de développement. Nous sommes déjà présents au Maroc, par l'intermédiaire d'une joint venture que nous venons de finaliser avec Lafarge Plâtre au mois de décembre. Nous sommes présents en Algérie, nous sommes présents en Égypte avec une usine de fabrication de verre, un float, et bien sûr en Afrique du Sud. Et nous venons de faire 2 acquisitions il y a quelques mois au Ghana pour l'activité mortier industriel avec Weber et Broutin, et avec donc Placo, le gypse, en Tanzanie. Alors j'étais la semaine dernière en Tanzanie et au Kenya pour un petit peu m'occuper de cette nouvelle acquisition d'un point de vue logistique. Et pour voir un peu de près, et non pas faire des conférences téléphoniques, mais vraiment voir de près, comprendre le marché, comprendre les problèmes de spécificité, logistique, tirant d'eau, congestion dans les ports, stockage, infrastructure, on en a parlé. Alors est-ce que c'est facile, moi aussi je fais des jeux de mots mauvais, de travailler en Afrique de l'Est? Alors, je crois que le point de vigilance qu'on doit avoir, c'est vraiment le respect des règles. Saint-Gobain, c'est une vieille société. On a fêté l'année dernière nos 350 ans. 350 raisons de croire en l'avenir. Mais on a bien évidemment des règles solides. Et on doit à la fois respecter la réglementation locale et les règles de Saint-Gobain. Alors, on a des principes de comportement, et on a des principes d'action, comme l'engagement professionnel, comme le respect des personnes, l'intégrité, la loyauté, la solidarité. Et pour les principes d'action, c'est le respect de l'environnement, le respect de la légalité, et puis le respect des droits des employés. Alors, quand vous voyez des gens qui sont en tongs, j'étais dans un hôtel à Mombasa, on se construisait juste devant l'hôtel un immeuble, et on voyait les ouvriers qui étaient en tongs, qui étaient en train de manipuler des briques, et je me suis dit, ou pieds nus, et je me suis dit, s'ils prennent une brique, sur le pied, ça ne sera pas tout à fait le même effet que s'ils ont des chaussures de sécurité. L'aspect humain, pour nous, c'est très important. Et vraiment, on se doit d'aborder le thème de la sécurité, safety, vraiment safety first, qui est pour nous la priorité. On a 3 priorités, hein, sécurité, sécurité, sécurité. Et on doit intégrer cet aspect de la sécurité dans toute action de développement. Donc c'est-à-dire former vos personnels à utiliser des chaussures de sécurité. On en revient toujours à la même chose? Absolument. Alors on parlait tout à l'heure de formation. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on se doit vraiment d'apporter une expertise. Alors, à la fois, on apporte les best practices, les meilleures pratiques, mais aussi on se doit d'être comme on est indien en Inde, marocain au Maroc, français en France, on est africain en Afrique. C'est-à-dire qu'on est tout petit pour le moment, mais on n'est pas donneur de leçons. Donc, à la fois, on s'adapte au marché, on s'adapte aux pratiques, on s'adapte à la réalité. On ne va pas commencer à faire la révolution, mais en même temps, on forme les gens à la sécurité. On forme les gens à remplacer les pneus des camions, parce qu'on a une 12aine de camions dans notre joint venture en Tanzanie. Avec l'état des routes, on en parlait tout à l'heure, c'est un véritable challenge d'avoir des pneus tout à fait toujours... on a beaucoup de problèmes de maintenance, donc il faut les éclairer et leur dire attention, la maintenance du camion, c'est important, parce que sinon, vous vous trouvez planté à 500 km de l'usine, vous livrez de la plaque de plâtre, et puis vous êtes... Alors, c'est vraiment très important, ça, ce devoir de formation. Alors, un mot, parce qu'on n'est pas là pour parler non plus de généralité, on n'est pas là pour parler des principes d'action, de comportement, c'est très bien, mais... Et le temps presse, en plus. Pourquoi je suis allé en Tanzanie et au Kenya la semaine dernière? Parce que donc on a fait l'acquisition de cette usine l'année dernière, et aujourd'hui on achète du gypse à proximité, il vient par camion, à peu près 200 km,
Bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas tout à fait la qualité extraordinaire qu'on pourrait attendre. Alors, on a du gypse au Sud-Soudan ou en Somalie, alors on hésite un peu à y aller quand même parce que là ça devient très... On en parlait tout à l'heure de la sécurité, là c'est un peu embêtant. Et on regarde d'autres possibilités de faire venir des matières premières en s'adaptant à la logistique. Alors si la matière première vient par bateau dans le port de Mombasa, de Dar es Salaam, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a les capacités de stockage? Est-ce qu'on a les capacités, parce qu'un bateau de 20 000 tonnes arrive, on n'a pas 1000 camions qui sont là pour tout de suite apporter la marchandise à l'usine. En plus, je suppose que le gypse ne doit pas être mélangé avec d'autres marchandises, genre du charbon. Donc, Absolument, ouais. Absolument. C'est tout à fait le risque qu'on appelle de contamination est très important et on ne doit absolument pas être proche du stockage de charbon. Alors on doit être vigilant dessus. Alors, il y a eu une espèce d'éveil africain. On a décidé de mettre le paquet sur l'Afrique et on a beaucoup de développements prévus. On a une usine au Zimbabwe, on a des usines qui vont vraisemblablement dans cette partie subsaharienne de l'Afrique de l'Est voir le jour, soit en acquisition, soit en nouvelle usine. Et pendant 7-8 ans, je me suis beaucoup occupé d'autres pays. Mon job, c'est un job international. Et si je ne m'occupe pas des pays dans lesquels on vient d'investir et dans lesquels on a besoin d'apporter une expertise tout en collant au marché local, je fais mal mon boulot. Donc, je suis allé voir avec des agents maritimes locaux, mais un peu, non pas la fleur au fusil, mais sur place, j'ai décidé de rencontrer des acteurs locaux dont je n'avais pas absolument le nom à l'avance. Et c'est en allant sur place que vous voyez comment un stock, non pas à 15 ou 20 ou 40 km d'un port, est utile. Non, nous, on a besoin d'un port à 200 mètres, de façon à ce qu'on puisse stocker le gypse tout de suite. La matière première du gypse, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, un conteneur total de plaques de plâtre, la valeur, c'est à peu près $2000. Alors, vous imaginez bien, c'est une marchandise à faible valeur ajoutée. Donc, on se doit, toujours en s'adaptant au marché, on se doit toujours d'étudier les meilleures solutions à la fois financières mais aussi faisables. Parce que ça peut être bon marché, mais ça peut ne pas exister. Et si on n'a pas de stockage à proximité du port, si on n'a pas de camions qui vont acheminer la matière première, les produits finis vers les clients, on est un peu coincé. Alors on parlait tout à l'heure de corridor, pour finir. On parlait tout à l'heure du corridor de Maputo. Il se trouve que je suis allé souvent en Afrique du Sud et on m'a toujours présenté le corridor de Maputo. Alors je suis allé à Maputo il y a à peu près 3-4 ans et on m'a expliqué que le corridor de Maputo, c'était dans un sens seulement. C'était Afrique du Sud, Maputo, et pas Maputo, Afrique du Sud. Et qu'il était extrêmement difficile de faire partir des trains dans l'autre sens. Alors tout le monde m'en parlait et je suis allé voir sur place, j'avais l'idée, j'étais content. Eh ben, je n'ai pas pu utiliser le port de Maputo parce que j'avais à l'époque pas l'idée que ce corridor pouvait aller dans un sens et pas dans l'autre. Donc il faut coller au marché, il faut s'adapter. Et ma conclusion serait, c'est vraiment en étant très humble, c'est compliqué parce que aller en Afrique, j'étais en Inde la semaine d'avant, c'est pas la même chose. Je suis aux États-Unis dans 15 jours, c'est pas du tout la même chose non plus. Il faut vraiment s'adapter aux contraintes locales. On parlait tout à l'heure des routes, on parlait tout à l'heure de ces investissements. Les routes sont un problème. On parlait tout à l'heure aussi du passage en frontière, du libre marché, du marché libre. Il n'y en a pas. Un passage frontière Kenya-Tanzanie, on paye $300 en cash au gouvernement pendant 24 heures et on fait passer le nombre de camions qu'on veut. Ça, c'est ce que j'ai appris la semaine dernière. Donc, c'est effectivement, tout est dans les détails, mais tout finit par se faire. Merci d'avoir fait vite. Il n'y aura pas de questions, je suis désolé, parce qu'on est très en retard. Juste un mot et une conclusion d'Edouard. Je tiens juste à préciser en conclusion que j'ai découvert qu'il était en Tanzanie la semaine dernière et qu'il n'est pas passé voir nos agences localement. Mais c'est une erreur. Il aurait eu d'autres informations. Eh bien, je vous laisse le soin d'en discuter. Je suis vraiment confus, il n'y aura pas de questions. On n'a plus que 2 minutes et j'enchaîne par une autre conférence.
Merci à vous tous. Ah, Édouard, vous vouliez rajouter un mot? Je voulais juste vous remercier le Salon d'avoir organisé cette première conférence logistique en Afrique, qui est suivie demain d'une conférence sur la logistique des projets et après-demain la logistique des produits finis. Donc il y a un accompagnement et je voulais encore une fois remercier les organisateurs de nous avoir donné cette opportunité pour l'ensemble des passionnés, comme vous avez pu le remarquer, que nous sommes, de parler d'Afrique et de son ouverture. Merci. Merci, les passionnés sont toujours bavards, c'est très bien, sauf pour un animateur qui est chargé de gagner du temps. Merci à tous, on enchaîne dans 2 minutes.